Plus on entretient la paresse des gens et plus elle a envie d'être nourrie, cette paresse. Alors Damien Paris, un petit commentaire à ce propos? Oui, je crois que dans cette attitude du public, il y a deux facteurs à déterminer. Le premier, c'est que les gens ont besoin de certitude. Et la deuxième, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont besoin d'entendre, finalement, ils écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et on le voit avec des exemples dans l'actualité récente. Il y a le problème de ce manque de culture historique, puisqu'ils ils reprennent des termes qui appartiennent à un jargon historique, donc censé être scientifique, et ils se réapproprient ces termes avec une vision beaucoup plus globale. Alors, pour parler clairement, du procès Papon, on parle beaucoup de fascisme, etc. Et c'est vrai que quand un historien entend des termes de ce genre qui sont rabâchés à longueur de journée, pour un historien, le fascisme, c'est un mouvement spécifiquement italien qui naît à une certaine époque et dans des conditions données, qui n'a rien à voir avec le nazisme, qui est, lui, non pas une doctrine étatique, mais une doctrine raciale, etc., qui n'a encore rien à voir avec une dictature réactionnaire du genre de celle de Franco ou du maréchal Pétain. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce problème entre le sens public des termes, qui sont des termes historiques, et le sens purement historique. Et ce procès Papon, on devait en arriver là, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a à en dire dans la manière dont il a été utilisé? Enfin, moi j'utilise le verbe utiliser, mais est-ce qu'on peut le définir comme ça? Ben, je crois que là, justement, ce qui est très intéressant dans ce procès, c'est que ce sont les consommateurs d'histoire qui ont eu le dernier mot, et finalement peut-être d'une manière assez avisée. Par consommateurs d'histoire, j'entends essentiellement les jurés qui finalement ont donné raison aux avocats Klarsfeld. Et les Klarsfeld ont considéré que finalement il fallait adopter une voie moyenne dans ce procès pour ne pas faire porter à Papon toute la responsabilité des trahisons et des crimes contre l'humanité que Vichy a pu commettre. Ça, c'est un premier point. Bien dissocier qu'on avait d'un côté un individu, l'administrateur Papon, dans le box, et non pas le régime de Vichy. Et deuxièmement, évidemment, ne pas suivre non plus les thèses de la défense qui, à la fin, étaient franchement insupportables, puisque l'argument c'était de dire bien finalement Papon a mis les enfants juifs dans le train et puis bien ce sont les Allemands qui les ont tués et Papon ne pouvait pas le savoir. Alors déjà ne pouvait pas le savoir, c'est quelque chose d'assez irrecevable, puisque tout le monde sait qu'à l'époque un certain nombre de personnalités savaient à 80% ce qui arrivait aux victimes de la Shoah, et même d'ailleurs dans le public populaire, un certain nombre de personnes savaient très bien ce qui, plus ou moins, était au bout du chemin. Vous savez, moi, j'ai enseigné à Drancy, et c'est un lieu de mémoire, hein, et j'ai rencontré des personnes âgées qui étaient sur le bord du chemin que parcouraient les autobus de la RATP qui transportaient ces malheureux jusqu'à la gare de Drancy pour ensuite les victimes étaient transvasées dans les trains et la plupart ne sont pas revenus d'Auschwitz. Et donc les Drancéens qui étaient là, qui à l'époque étaient jeunes, ramassaient des petits bouts de papier ou des petits bouts de lettres qu'on leur jetait par les fenêtres pour transmettre aux familles. Et les lettres étaient soigneusement récoltées, acheminées et postées. Et donc, si vous voulez, si les Drancéens se donnaient la peine de faire cela, c'est qu'ils savaient bien que dans ces messages, il y avait les derniers mots d'une jeune fille, les derniers mots d'un mari. Et donc, quand Papon prétend qu'il ne savait pas, moi je dis qu'il se fermait bien les yeux. Mais finalement, le plus grave, c'est tout simplement l'argument rhétorique qui est de dire « je mets des enfants dans un train et puis finalement je ne m'occupe pas de ce qui leur arrive ». C'est les Allemands qui les tuent, donc ce n'est pas moi, je suis Ponce Pilate, je me lave les mains. Alors à ce moment-là, n'importe quel
responsable de la SNCF peut faire monter ses passagers dans un train fou et les précipiter dans un déraillement, ça ne sera pas de sa faute, puisque finalement, ce n'est pas lui qui était dans le train au moment où le train déraillait. Vous voyez, il y a quelque chose déjà dans la logique qui est en porte-à-faux. Donc finalement, nous avions dans cette affaire 2 risques d'excès passionné qui auraient conduit au déni de justice. Le premier risque, c'était l'acquittement en disant, bon ben voilà, Ponce Pilate s'est lavé les mains. Heureusement, ça n'a pas été cela. Et l'autre risque, c'était peut-être de suivre jusqu'au bout le chagrin des victimes, qui est tout à fait logique, d'ailleurs, qui se comprend du point de vue humain, et qui aurait été de dire, bah tiens, puisque pour une fois nous en tenons un, nous allons lui faire payer cher. Or, justement, la justice de la République, ce n'est pas la justice de l'exemple. Et je pense que les Klarsfeld ont eu tout à fait raison de proposer cette voie médiane. Ils l'ont fait de façon parfois indélicate, en heurtant les professionnels de la justice, mais ils ont tracé une certaine voie de la sagesse, et le jury populaire a été dans le même sens. Et je crois que dans une affaire aussi grave, on a eu la preuve que le jury populaire n'était pas forcément cet aéropage décrié que l'on trouve vilipendé ça ou là à l'occasion de tel ou tel procès. Je crois que le procès Papon est une grande victoire de la République, parce qu'une sentence qui me paraît sage, alors la Cour de cassation donnera son opinion, là encore la République n'a pas épuisé toutes ses munitions, eh bien une décision qui me paraît sage est venue au bout d'un procès qui était très dramatique et d'ailleurs dont la dramatisation confinait à maintes reprises à certaines formes de manipulation. Mais je suis assez content dans cette affaire parce que j'ai connu au cours de mes études Henri Rousseau et Denis Péchanski qui ont été en pointe parmi les historiens qui ont apporté leur témoignage ou leur analyse à propos de ce procès. Et je pense que, comme moi, ils sont assez satisfaits du résultat. C'est-à-dire que, pour la première fois, la France se retourne avec lucidité sur ce passé pénible. Il en ressort une condamnation, mais une condamnation qui sort du débordement passionnel et qui, pour la première fois, pose le problème de la manière la plus républicaine qui soit, à mon avis. Et c'est une grande victoire parce que jusque-là, ce sont surtout les historiens anglo-saxons qui avaient fait avancer la réflexion sur l'histoire de Vichy. Disons, dans les années, jusqu'en 1985-86, ce sont surtout les historiens anglo-saxons qui avaient fait avancer la réflexion. Les historiens français comme Henri Rousseau ou Denis Péchanski qui ont voulu prendre la suite ont eu parfois beaucoup de mal à se faire entendre. Eux aussi ont parfois été pris à partie dans des conditions qui n'étaient pas toujours très loyales, très fair play. Et donc finalement, le verdict du procès Papon nous apprend à regarder notre histoire nous-mêmes, avec nos propres yeux, avec un minimum de manipulation et en dépassionnant le débat. Et c'est très important parce que je vous assure que quand les anglo-saxons font l'histoire de la France, et notamment l'histoire récente, ils sont généralement très peu charitables à notre égard. Oui, on a parlé donc du public qui revisite et donc déforme la recherche historique en se l'appropriant de manière un petit peu simplifiée. Et c'est vrai qu'à propos des acteurs, le problème de l'histoire est que le concept de science est une notion récente pour l'histoire. L'histoire est un outil politique et c'est un genre littéraire. La notion de science apparaît finalement au XIXe siècle avec les positivistes, c'est Langlois et Signobos, et en même temps ça reste encore à ce moment-là un outil politique. Alors on a un très bon exemple, c'est celui de la Troisième République en France. Les gens qui prennent le pouvoir donc à la suite de la chute de l'Empire, ce sont des républicains, et en même temps ce sont des historiens comme Thiers. Et donc forcément ils vont mettre en place tout un schéma d'analyse et puis une histoire officielle où on voit que finalement pour enraciner dans le peuple français ce régime républicain qui au départ n'est pas acquis parce que la Chambre est monarchiste, eh bien on va voir la fameuse histoire nos ancêtres les Gaulois
Et on a vu avec l'histoire de Clovis récemment que finalement les centres d'intérêt pour telle ou telle période évoluent en fonction de ce que l'on veut présenter. Alors il est vrai que Clovis, c'était tout le débat sur le baptême de la France. Et cette querelle qui a eu lieu récemment dans notre pays, ben, finalement, elle s'est passée aussi à cette époque. Parce que à certains qui remettaient en avant finalement Clovis et le baptême de la France, donc plutôt la branche conservatrice, ben, les républicains ont ressorti nos ancêtres les Gaulois. Parce que finalement, ils avaient l'avantage de ne pas être associés à l'Église. Et donc, on a vu cette histoire revisitée avec les grands lieux de l'histoire gauloise, hein, Gergovie, même si d'ailleurs c'est Napoléon III qui avait installé, là aussi pour des raisons politiques, la fameuse statue de Vercingétorix, sur l'emplacement supposé de la bataille d'Alésia. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui ressortent. Alors des fois, c'est de manière vraiment très propagandiste. Jean-Marcel Gauger a parlé tout à l'heure du film de propagande allemand, faisant le parallèle entre la période napoléonienne et donc ce qui se passait en Allemagne. Bon, bah, les Russes ont fait exactement la même chose. C'est certainement pas un hasard si dans les années 39-40, les Russes retournent l'histoire d'Alexandre Nevsky, qui, comme par hasard, a écrasé les chevaliers teutoniques, donc les ancêtres des Prussiens, donc au Moyen-Âge. Stoppant l'invasion allemande, c'était un message très clair à l'intention du reste du monde. Et donc il y a ces thèmes historiques qui évoluent de manière cyclique et qui sont toujours utilisés. Donc je crois, et je crois pour parler de l'histoire du procès Papon, je ne me prononcerai pas sur le fond. Je n'ai pas suivi tous les débats, donc il n'est pas question pour moi de juger ça. Mais le fait que ça ressorte maintenant, je pense que c'est une bonne preuve de cet intérêt cyclique qu'ont les gens pour certaines parties de notre histoire. Pendant longtemps, la vision de la France résistante, ça a été une vision politique. Là aussi, il y a une reconstruction historique qui a été voulue par le général de Gaulle pour nier Vichy, parce que finalement de Gaulle s'est posé face à Vichy en niant la légitimité de Vichy. Et là aussi, on voit les relations entre pouvoir et histoire. Et pour parler d'ailleurs des Américains, c'est vrai qu'ils sont très malvenus de donner des leçons. Parce que quand on sait le poids personnel qu'a mis Roosevelt justement pour soutenir le régime de Vichy, en envoyant un amiral qui était un de ses proches amis, Lehigh, en tentant à chaque fois d'enfoncer De Gaulle la tête sous l'eau à de multiples occasions, c'est vrai que les Américains n'ont pas à donner de leçons sur ce sujet.